En 2025, une fuite provenant de l'intérieur de la Paramount a provoqué une onde de choc à Hollywood. À 88 ans, Robert Redford a dressé une liste privée des 7 noms qu'il déteste le plus dans l'industrie. Ce n'étaient pas des moins que rien. Il s'agissait de titans de l'écran d'acteurs qui avaient joué les meilleurs amis, les collègues, voire les âmes sœurs à ses côtés. Mais hors caméra, il l'avait trahi, humilié ou profondément blessé. L'un d'eux a volé le rôle le plus important à sa petite amie. Un autre a saboté tout un film qu'il avait réalisé. Et un autre a mis fin à une amitié de 40 ans par une seule phrase tranchante. Pendant des décennies, Redford a gardé ses histoires sous clé. Aujourd'hui, elles sont révélées. Numéro 1, Marlon Brando. Vous n'êtes qu'une décoration dans le Hollywood blanc. Mars 1974. Le salon du château Marmont brille d'une lueur de champagne. 3 semaines plus tôt, Brando a fait l'histoire et les gros titres en refusant son Oscar et en envoyant un activiste amérindien le recevoir en signe de protestation. Redford, qui vient d'accepter une invitation à rejoindre le comité consultatif de l'Académie pour les jeunes talents, entre dans la salle calme et souriant, son image de visage le plus propre d'Hollywood n'ayant pas été ternie. Lorsqu'il atteint Brando, il lui tend la main. Brando ne la prend pas. Il étudie Redford pendant 3 secondes silencieuses, puis sans un mot, arrache la photo promotionnelle que Redford portait sur lui pour une campagne cinématographique européenne et la déchire en 2. Pas de souffle, pas d'explication, juste la déchirure du papier. En se penchant, la voix de Brando était basse, sèche et suffisamment froide pour geler le verre. « Écoutez, tu n'es pas un artiste. Tu n'es qu'une décoration brillante pour le système hollywoodien blanc que je méprise plus que tout. » Peu de gens l'ont entendu. Redford, lui, l'a entendu. Et il n'a jamais oublié. Des années plus tard, le journaliste chevronné Peter Biscan a décrit ce moment dans ses mémoires. Easy Riders, Raging Bulls, comme un bain de sang sans une goutte de sang. Car il ne s'agissait pas seulement d'une insulte. Il s'agissait d'une mise en accusation de la part de quelqu'un que Redford avait toujours tenu à l'écart, dont il s'était toujours méfié, mais qu'il admirait discrètement. Depuis cette nuit, la querelle entre 2 des plus grandes icônes du cinéma américain a commencé en silence sans faire les gros titres. Mais elle a duré plus de 30 ans, à travers des coups de gueule voilés, des coups cachés et des secrets que seuls les initiés connaîtront jamais vraiment. Certains pensent que Brando était jaloux à l'époque. Les réalisateurs et les studios se tournaient vers Redford pour des rôles principaux, avec de la profondeur et un poids politique, le genre de rôle qui avait été autrefois le domaine de Brando. Mais pour les proches de Brando, le mépris ne venait pas d'une rivalité professionnelle, mais d'un véritable dégoût. Lors d'une conférence de presse à Berlin en 1976, Brando a fait remarquer que les acteurs d'aujourd'hui n'ont qu'à être beaux, porter un col roulé et agir avec froideur pour être qualifiés de profonds, mais aucun d'entre eux ne sait quoi que ce soit sur l'injustice de la guerre ou sur la pourriture qui ronge cette industrie. Le public applaudit. Mais un journaliste du Monde lui demande directement « Vous parlez de Redford ?» Brando ne répond pas. Il s'est contenté de sourire et de changer de sujet. Mais tout le monde savait qu'il n'avait pas besoin de dire un mot de plus. Brando ne s'arrêtait pas aux mots. La rumeur veut qu'il ait utilisé ses liens souterrains avec le journalisme pour saboter la carrière de Redford au moins à 2 reprises. En 1980, juste avant la sortie de Ordinary People, le premier film de Redford, une vague de critiques inattendues est apparue dans le Village Voice et la Variété. Ils ont qualifié le film d'inauthentique, d'excessivement prudent, et l'ont accusé de voir la vie à travers les yeux de quelqu'un qui n'a jamais souffert. Un ancien rédacteur en chef, s'exprimant anonymement des années plus tard, a révélé que Brando avait orchestré le retour de bâton en faisant fuir des projets de scénario, des images des coulisses et en répandant même des rumeurs sur le perfectionnisme obsessionnel de Redford sur le plateau de tournage. Mais le coup le plus dur n'est pas venu de la presse. Il est venu d'une femme. Elle s'appelait Lisa Harrington, avait des cheveux de jais
et des yeux gris, et était secrètement liée à Brando depuis plus d'1 an. Lisa était célèbre pour sa discrétion, n'ayant jamais confirmé une relation à la presse. Mais voilà que sortie de nulle part, elle apparaît au bras de Robert Redford lors d'un gala de charité à Malibu en 1973. 1 mois plus tard, il l'emmène sur le tapis rouge d'un événement à New York en tant que petit ami public. Le magazine People les surnomme le couple en or d'Hollywood. Brando ne dit rien. Mais dans une interview accordée à CBS peu après avoir lancé une ligne qui a fait tourner les têtes, certains hommes aiment manger les restes des autres juste pour se sentir importants. Pas de nom. Mais tout le monde dans l'industrie savait de qui il parlait. En 1975, un petit article paru dans le San Francisco Chronicle fait l'effet d'une bombe. Un acteur oscarisé sort avec un acteur italien d'origine sicilienne. La relation dure depuis plus de 3 ans. Encore une fois, aucun nom n'est cité. Mais dans les cercles hollywoodiens, le murmure assourdissait Brando et Sal Mineo. La rumeur prétendait que Lisa, blessée et furieuse après sa séparation avec Brando, avait révélé l'histoire à Redford dans un accès de colère et que le secret avait été divulgué d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas intentionnellement, peut-être accidentellement. Mais Brando y a vu une double trahison, d'abord en perdant son amant, puis en voyant sa vie privée exposée au grand jour. À partir de ce moment-là, Brando ne pardonne plus. Il a rejeté toute collaboration potentielle, même lorsque Warner Brothers a offert un salaire record aux 2 hommes pour qu'ils jouent ensemble dans l'épopée guerrière de 1983, The Man and the Myth, les hommes et le mythe. Redford a répondu par un refus ferme, griffonnant une simple note à l'encre noire sur le dossier de casting, ne travaillera pas avec lui jamais, pas même dans le même cadre. Cette réplique a été confirmée par le réalisateur Alan Pekla dans une interview accordée à Esquire en 1991. Certains disent que Brando était un génie doté d'une longue mémoire. D'autres pensent que Redford était trop pur pour tolérer un homme aussi sanguinaire que Brando. Mais en réalité, 2 mondes les séparent. L'un était la lumière, l'autre l'ombre. L'un la surface polie, l'autre les tripes brutes d'Hollywood. Lorsque Robert Redford a dressé sa liste des 7 personnes à qui il ne pourrait jamais pardonner, il a écrit le nom de Marlon Brando, en premier à l'encre rouge, en le soulignant 2 fois. Il a écrit le nom de Marlon Brando, en premier à l'encre rouge, souligné 2 fois, non par jalousie, mais parce qu'il savait que certaines blessures, bien qu'invisibles, saignent toute une vie. Et si Brando était le premier fantôme que Redford devait affronter, le second était quelqu'un d'entièrement différent, plus silencieux, plus froid, mais pas moins impitoyable. De Clint Eastwood. Il a discrètement saboté l'un des projets de Redford pour des raisons de convictions politiques opposées. Le conflit entre Robert Redford et Clint Eastwood n'a pas commencé avec l'art. Il a commencé avec leurs opinions politiques. Depuis les années 1970, Robert Redford était un symbole de la gauche à Hollywood. Il était opposé à la guerre favorable à l'environnement et aux droits des LGBTQ et critiquait ouvertement le président Ronald Reagan, qu'il qualifiait de dangereux en tant qu'acteur se faisant passer pour un homme d'État. Clint Eastwood était quant à lui l'une des icônes conservatrices les plus en vue de l'industrie cinématographique américaine. Il avait déjà exprimé son soutien à Donald Trump à la télévision nationale et s'était à plusieurs reprises moqué des mouvements progressistes qu'il considérait comme un cirque de faibles trop sensibles. C'est pourquoi, lorsque Redford s'est préparé à sortir de Divide, un film exposant la vérité crue sur les opérations de blanchiment d'argent entre les politiciens américains et l'armée. Après les événements du 11 septembre, Clint y a vu une offense à son Amérique, selon l'ancien producteur exécutif Richard Langley, qui avait travaillé avec eux 2. Clint a secrètement appelé un membre républicain du Congrès et un ancien conseiller à la Défense, l'avertissant que le film pourrait donner lieu à des fuites d'informations classifiées préjudiciables à la sécurité nationale. Une semaine plus tard, le service juridique d'Universal a reçu une citation à comparaître d'une agence de renseignement interne demandant d'examiner le scénario de The Divide
afin d'évaluer le risque de divulgation d'informations relevant de la défense nationale. Bien sûr, ce n'était qu'un prétexte, mais il a suffi à geler le projet, et Redford a été entraîné dans une série de questions qui a duré 3 mois, sans pouvoir filmer, sans pouvoir faire de casting, sans pouvoir recevoir de financement. Les choses ne se sont pas arrêtées là. Selon un rapport confidentiel divulgué par le LA Times, en 2013, Clint a également engagé une société de relations publiques AMI pour diffuser des informations selon lesquelles Redford soutenait des organisations anti-américaines au Moyen-Orient. La rumeur est même apparue dans les dossiers internes du FBI et Redford. Un homme qui a toujours poursuivi l'art avec foi et conscience a été pour la première fois considéré comme un risque potentiel pour la sécurité nationale. Pire encore, en 2007, après une réunion à huis clos de la Directors Guild of America DGA, au cours de laquelle Redford s'est prononcé contre la politique d'immigration de l'administration Bush-Clint, a secrètement remis l'enregistrement audio du discours à un journal de droite. L'article a ensuite été coupé et édité pour faire croire que Redford qualifiait les soldats américains de pions sacrifiés pour des jeux politiques. Une vague d'indignation a éclaté. Des vétérans ont brûlé le mirador de Redford devant les cinémas. Des organisations conservatrices ont envoyé des lettres de protestation exigeant qu'il soit banni de tout projet impliquant un financement public, et le gouvernement de l'État du Texas, qui avait prévu de lui prêter un plateau de tournage, a révoqué le permis du jour au lendemain. Redford ne pouvait pas intenter de procès, parce que tout était obscur et qu'il n'y avait pas de piste claire, mais il savait que Clint était celui qui avait déclenché l'effet domino, et le coup de grâce a été donné lorsque Clint a personnellement appelé le PDG d'Universal avec une menace glaciale. Si vous osez faire ce film, ne vous attendez pas à ce que je travaille à nouveau avec ce studio. En conséquence, la division a été définitivement annulée. Dans une courte interview accordée au New Yorker en 2015, Redford a parlé de Clint avec des mots amers. Quand un homme croit que le patriotisme signifie faire taire tout point de vue différent du sien, ce n'est pas de la loyauté, c'est de la peur. Mais la personne qui a fait perdre le contrôle à Redford n'était pas un simple homme. La suivante était une véritable reine d'Hollywood. Une femme qu'il avait tellement admirée qu'elle avait écrit à la main 3 lettres l'invitant à collaborer. Et quand elle a essuyé un refus, elle l'a traité de connard lâche et arrogant devant toute l'équipe du film. Troisièmement, Barbara Streisand furieuse lorsque Redford a refusé de jouer dans un film qu'elle avait réalisé. Dans la liste des 7 noms que Robert Redford a écrites dans Red Ink à l'âge de 88 ans, il y avait 2 femmes, mais une seule lui a fait dire « Je ne veux plus jamais voir son nom à côté du mien ». Il s'agit de Barbara Streisand, la légende aux multiples talents d'Hollywood qui a remporté un Oscar, un Grammy, un Tony Emmy et même un Golden Globe du meilleur réalisateur. Elle fut l'une des femmes les plus puissantes des années 1970, 1990, mais aussi celle qui coûta à Redford des amitiés, des contrats et sa réputation, tout cela à cause d'un simple refus. Après le succès retentissant de The Way We Were, 1973, dans lequel Redford et Streisand incarnaient le couple classique des opposés qui s'attirent, c'est Barbara qui rêvait de les réunir. À la fin des années 80, elle écrit le scénario du Prince des Marais, un projet qu'elle réalisera et dans lequel elle jouera. Dès le début, le premier rôle masculin était taillé sur mesure pour Redford. Elle lui a envoyé le scénario directement chez lui, accompagné d'une partition musicale composée par ses soins, d'un tableau signé intitulé « You're Katie » et d'une note manuscrite « No one else but you », personne d'autre que vous. Mais Redford n'a pas hésité, il n'a pas donné d'explication. Il a simplement envoyé un bref message par l'intermédiaire de son assistante. « Je ne joue pas dans les films réalisés par Barbara. N'envoyez rien d'autre, s'il vous plaît. » Barbara n'a rien dit sur le moment, mais les médias ont commencé à sentir la tension. Lorsqu'on lui a demandé lors d'une interview sur Entertainment Tonight pourquoi Redford était absent du film, elle a répondu froidement
Il avait peur, pas peur du rôle, peur de moi, d'une femme derrière la caméra, de quitter la zone de sécurité construite par les hommes. Ce commentaire a provoqué un tollé immédiat. Les couvertures de People Vanity Fair et Variety en ont fait leur chou gras. Redford est resté silencieux, mais en coulisses des fissures ont commencé à apparaître. Un cadre de Columbia Pictures a révélé plus tard que Redford avait perdu 2 contrats de cinéma dans les 3 semaines qui ont suivi cette déclaration. Les studios ne voulaient pas être entraînés dans une guerre des sexes. Streisand était trop puissante, et elle savait comment utiliser les médias pour faire couler un rival. Ce boycott discret s'est étendu sur près d'une décennie. Les réalisateurs évitaient Redford. Les producteurs refusent de les engager ensemble. Barbara a utilisé à plusieurs reprises des sous-entendus acerbes dans des interviews pour le sous-entendre. Lors de la conférence de presse qui a suivi la cérémonie des Oscars 1992, Le Prince des Marais a reçu 7 nominations, mais elle n'a pas été nominée pour le prix du meilleur réalisateur, a déclaré Barbara. Si ce film avait été réalisé par Redford, je parie qu'il aurait déjà été nommé. Mais je suis une femme, et j'ai dit non à des personnes très importantes. Cette déclaration vague a conduit de nombreuses personnes à penser qu'elle accusait Redford d'avoir fait pression en coulisses pour qu'elle soit exclue. Une source de l'Académie a ensuite affirmé que Redford s'était carrément opposé à la nomination de Barbara, déclarant que ce film était un produit de l'arrogance, pas du cinéma. L'existence ou non d'une véritable manipulation en coulisses n'a pas été confirmée, mais les conséquences ont été évidentes. Streisand a déchiré la photo de Redford dans les coulisses d'une séance photo de Vanity Fair en 1995 où le magazine cherchait à réunir des couples légendaires à l'écran. Un photographe présent lors de la séance se souvient qu'elle ne plaisantait pas. Elle a fixé la photo de Redford, l'a arrachée, l'a déchirée en 2 devant l'objectif, puis elle a ri. Quant à Redford, il n'a jamais critiqué publiquement Streisand, mais des amis proches ont révélé qu'il avait déclaré lors d'une soirée privée en 2002. « Je n'ai jamais détesté quelqu'un parce qu'il est une femme, mais Barbara n'est pas qu'une femme, elle est une force, et je ne veux pas vivre dans l'ombre de ce pouvoir. » Dans la liste mise à jour, qui aurait été écrite en 2018 sous le nom de Barbara Streisand Redford, a écrit une seule ligne: la plus grande déception de ma vie, parce que je lui faisais confiance à ce point. 4. Jane Fonda a saboté Redford juste pour voler un rôle à sa petite amie. Si Barbara Streisand a fait craindre à Robert Redford le pouvoir d'une femme réalisatrice, Jane Fonda l'a blessé bien plus profondément par une trahison qu'il pensait impossible entre 2 personnes qui se considéraient autrefois comme des âmes sœurs. Ils ont été l'un des couples de l'écran d'or d'Hollywood dans les années 60 et 70, partageant la vedette dans 4 films, notamment Pieds nus dans le parc et Le Cavalier électrique. Jane a déclaré un jour « Robert est la costard, je me sens plus en sécurité avec celui qui m'écoute vraiment. » Et Redford avait dit de Jane qu'elle avait un esprit vif et un cœur magnifique. Mais tout s'est écroulé à cause d'un rôle et d'une femme. Tout a commencé en 1999, alors que Redford se préparait à produire. Un amour inachevé, un film romantique adapté d'un roman français qu'il chérissait depuis plus de 10 ans. Dans ce film, Redford espérait que sa petite amie, l'actrice française de l'époque, Clémence Poésy, tiendrait le rôle principal. Il lui offrait ainsi un tremplin pour Hollywood. Cependant, le rôle a attiré l'attention de Jane Fonda, qui revenait sur le devant de la scène après des années d'absence. Elle a envoyé à plusieurs reprises des offres des réécritures des cassettes de démonstration et s'est même rendue dans le Colorado pour rencontrer Redford personnellement pour ce qu'elle a appelé une discussion artistique sérieuse. Mais Redford refuse toujours. Quelques semaines plus tard, une vague de titres de tabloïds a fait irruption sur les sites de rumeurs américains. Redford joue les favoris. Le nouveau film n'est qu'une jolie coquille pour faire mousser sa jeune amante. L'acteur vétéran sacrifie l'art à la romance. Lors d'un talk-show sur CNN, Jane Fonda
interrogé sur le fait que Redford avait choisi une actrice inexpérimentée, a esquissé un léger sourire avant de lâcher une insinuation brutale. Je pense simplement qu'un réalisateur doit choisir la bonne personne, pas celle avec qui il couche tous les soirs. Je pense simplement qu'un réalisateur doit choisir la bonne personne, pas celle avec qui il couche tous les soirs. Cette phrase a transpercé l'orgueil de Redford et a entraîné le projet dans une tempête de réactions négatives. Aucun studio ne voulait plus financer le film. Finalement, Un amour inachevé a été annulé. Redford ne s'est jamais exprimé publiquement. Mais, selon The Hollywood Reporter, il a écrit une lettre à Jane, non pas pour s'excuser, mais pour mettre fin à leur amitié de 40 ans. La vérité a fait surface 3 ans plus tard. Une enquête interne de WME, l'agence de Jane Fonda à l'époque, a révélé qu'un courriel montrait que son manager avait autorisé la campagne de diffamation contre Clémence Posey sur ordre direct de la hiérarchie. Lorsque Redford l'apprend, il ne dit rien. Mais son ami intime, le réalisateur Sidney Pollack, a révélé que Redford avait froissé la lettre d'excuse manuscrite de Jane et l'avait brûlée dans son chalet privé de l'Utah, un soir où personne n'était présent à l'exception de la femme de ménage. Il n'a pas dit un mot, a déclaré Pollack. Il s'est contenté de fixer le feu et de murmurer « Je n'aurais jamais pensé que celui qui me comprenait le mieux serait celui qui m'écraserait le plus profondément. » Depuis lors, Jane et Redford n'ont plus jamais été seuls ensemble. Lors d'une conférence de presse en 2017 pour Our Souls at Night, le film de leur réunion tardive. Redford a souri, mais ses yeux contenaient une tristesse silencieuse lorsqu'on l'a interrogé sur leur passé. Nous étions amis, puis nous sommes devenus collègues. Maintenant, je ne sais plus comment l'appeler. Et dans la liste rouge rédigée en 2018 à côté du nom de Jane Fonda, seuls 3 mots soulignés apparaissent. La confiance a été tuée. 5. Tom Cruise a transformé le film de Redford en une campagne d'image de marque personnelle. Le 5e nom de la liste est celui de Tom Cruise. Robert Redford n'a jamais voulu travailler avec Tom Cruise, non pas parce qu'il manquait de talent. Au contraire, c'était parce que Cruise était trop talentueux, trop contrôlant et bien trop habitué à faire de chaque film sa propre scène. Mais en 2007, Redford a été contraint de faire un compromis. Après une série de négociations tendues avec United Artists où Cruise était co-exécutif, Redford a accepté que l'acteur rejoigne le projet Lions for Lambs, un drame politique qu'il réalisait dans lequel il jouait et dont il avait écrit le scénario. À l'origine, Redford envisageait le film comme une œuvre sérieuse éducative et réfléchie axée sur l'éthique de la guerre et la responsabilité civique. Mais pour Cruise, il s'agissait d'une occasion en or de se refaire une image après une vague de scandales impliquant son mariage religieux et la tempête médiatique autour de la scientologie. Dès son arrivée sur le plateau, Cruise a amené avec lui un entourage plus important que l'image de l'équipe du réalisateur, des consultants, des rédacteurs de discours, des assistants de relations publiques, et même un expert en post-production stationné en permanence dans la salle de montage. Au début, Redford n'y voit que la culture du travail à Hollywood, mais il se rend vite compte que le scénario est réécrit jour après jour. Les scènes de Cruise ont été élargies. Ses répliques sont devenues plus longues, plus denses, plus pseudo-philosophiques, le type même de dialogue qu'il aimait utiliser pour devenir viral dans les interviews. Pire encore, lors d'une réunion marketing interne, Cruise a proposé de modifier l'affiche officielle. Au lieu d'une présentation égale des 3 personnages principaux, il voulait un profil solo dramatique de lui-même, regardant au loin, avec le slogan « Le courage est contagieux ». Redford s'est tu. « C'est mon film, pas votre campagne publicitaire », a-t-il déclaré devant toute l'équipe. Mais Cruise s'en moque. Il avait déjà réservé plus de 20 talk shows avant la première et n'a pas mentionné le nom de Redford dans un seul d'entre eux. Variety a publié à l'époque un petit article intitulé « Tom Cruise a-t-il sauvé Robert Redford de l'obscurité ?» Une gifle directe à la fierté de la légende de l'écran. Dans la presse spécialisée, le nom de Redford a été relégué à la 3e ligne du générique. Pendant ce temps, Cruise saturait les médias de citations telles que «
Je ne choisis que des projets significatifs, et Lions pour agneau est la voix de mon cœur. Les gens de l'industrie connaissaient la vérité. Cruise n'avait pas fait ce film pour transmettre un message. Il l'a fait pour revenir sur le devant de la scène, à une époque où l'Amérique le considérait comme un fanatique, un manipulateur de sa femme et un escroc public. La fureur de Redford a atteint son paroxysme lorsque le studio a organisé une projection privée à Washington, D.C. pour des donateurs et des politiciens conservateurs, sans même l'en informer. Selon le New Yorker, Redford a appelé le directeur du studio le soir même, avec une seule exigence: retirer mon nom de la campagne. S'ils veulent utiliser le film à des fins personnelles, qu'ils le fassent. Je ne participe plus à cette mascarade. Il a immédiatement annulé toutes les interviews. Lors d'une conversation avec son ami Alan Pakla, réalisateur Redford, a admis avec amertume que c'était la première fois que je réalisais un film et que je me sentais comme un acteur secondaire dans mon propre film. Mais peu de gens auraient pu deviner que l'homme qui rendait Redford encore plus furieux que Cruise était quelqu'un qui avait eu une relation avec sa petite amie, un acteur qui avait couché avec la moitié d'Hollywood, mais qui a paniqué et tourné le dos au moment où Redford a accidentellement découvert un secret suffisamment puissant pour détruire à la fois sa réputation et son mariage. Et cet homme, c'était Warren Beatty. Six Warren Beatty a tourné le dos lorsqu'un secret a été dévoilé. Robert Redford a un jour décrit Warren Beatty comme l'ombre la plus éblouissante, mais la plus dangereuse d'Hollywood. Ils avaient le même âge, étaient tous deux grands, avaient tous deux un style d'acteur calme et séduisant, et étaient tous deux des acteurs principaux qui faisaient hésiter les réalisateurs parce qu'ils avaient tout simplement trop de présence à l'écran pour se partager les projecteurs. Pourtant, Redford n'a jamais détesté Beatty. Du moins jusqu'à l'été 1976, lorsqu'il découvrit un secret dévastateur que Beatty cachait depuis près de 10 ans. À l'époque, Redford sortait avec une jeune actrice en pleine ascension. Elle avait été invitée à auditionner pour un grand film politique que Beatty produisait et qui s'intitulait Shampoo. Mais à son retour de la séance de casting, elle éclate en sanglots. Elle a dit à Redford que Beatty n'avait pas fait d'audition du tout. Au lieu de cela, il a posé des questions telles que « A-t-on déjà vu Redford sortir de chez un autre acteur ?» Et a-t-il jamais mentionné qu'il a aidé à éviter ce scandale gay à l'époque? Redford a été stupéfait, pas seulement insulté. Il a réalisé que Beatty était en train de déterrer une vérité qu'il avait gardée enfouie pendant des années. Une vérité liée à un voyage d'hiver à New York en 1968, au cours duquel Redford avait passé 3 nuits dans l'appartement d'un jeune scénariste qui mourut plus tard d'une overdose. Redford n'a pas réagi publiquement, mais il a commencé à enquêter. Par l'intermédiaire d'un ami proche du service des relations publiques de Warner Brothers, il a découvert que Beatty avait personnellement approuvé la publication d'un article obscur qui laissait entendre que Redford était déchiré entre 2 identités émotionnelles et qu'il avait des liens particuliers avec 2 hommes célèbres de l'industrie cinématographique au cours des années 1960. L'article a été discrètement retiré au bout d'1 semaine, mais le mal était fait. Redford a perdu un rôle dans Apocalypse Now. Le réalisateur choisit Martin Sheen, craignant que Redford n'attire une attention indésirable. Plutôt que de l'affronter publiquement, Redford a invité Beatty à dîner dans sa maison de Santa Monica. Cela aurait pu être l'occasion de se réconcilier. Au lieu de cela, lorsque Redford a fait glisser une copie de l'article et a demandé « Savez-vous qui a écrit cela ?», Beatty n'a rien dit. Puis il s'est levé, a posé son verre de vin et a dit « Vous devriez faire plus attention à votre propre passé avant de commencer à blâmer les autres. » Et il est parti. À partir de ce jour, il n'y a plus eu d'appel téléphonique d'explication, ni même de contact visuel, lorsqu'ils se sont croisés lors de remises de prix. En 1981, Redford était sur le point d'être nommé aux Oscars pour Brubaker, mais la campagne a été mystérieusement retirée à la dernière minute. Un producteur anonyme qui avait financé la campagne en coulisses a révélé plus tard que quelqu'un de puissant avait appelé Redford pour lui dire qu'il ne devrait pas être le visage d'un film politique,
qu'il n'était pas aussi propre qu'il le prétendait. Redford n'en a jamais parlé, mais il a reconnu la voix sur la cassette envoyée à son avocat des années plus tard. Il s'agissait sans aucun doute de Warren Beatty. 7. Paul Newman, un bon ami mais jamais vraiment proche. Et le dernier nom de cette liste était celui que personne n'attendait, Paul Newman. L'homme que le monde entier croyait que Redford aimait le plus. L'homme que la presse avait appelé pendant des décennies son âme sœur artistique, le seul véritable compagnon de Robert Redford. Il s'agit du duo légendaire de Butch Cassidy et le Kid du Sundance, 1969, et de L'Arnaque, 1973, deux films qui ont non seulement redéfini le genre de l'action entre potes, mais qui ont également créé une légende sur l'amitié entre deux des plus beaux gentlemen du XXe siècle. Mais il y a une chose que le public n'a jamais vue, la distance froide qui les sépare dans les coulisses, là où il n'y a ni caméra ni applaudissements. Pendant 40 ans, ils n'ont jamais dîné ensemble en privé. Pas de messages, pas de lettres manuscrites, et absolument pas d'étreinte dans la vie réelle. Tout ce que le public a vu n'était que la parfaite performance de deux acteurs qui savaient mieux que quiconque comment jouer à Hollywood. Dans une interview accordée au Guardian en 1995, Redford a déclaré « Paul m'a toujours donné l'impression que je n'étais jamais assez bien. Ce qui ressemblait à de l'admiration se cachait derrière le rideau, une vie de frustration, d'étouffement et de mise à l'écart constante de quelqu'un qu'il pensait être un ami. » Depuis les années 1970, lorsque Redford s'est lancé dans une carrière de réalisateur, toutes les portes se sont refermées. Encore et encore, il a reçu des refus froids. Newman l'a déjà lu. Paul convient mieux, ou Redford n'a pas le pouvoir d'attraction de Newman au box-office. Mais le moment le plus douloureux est survenu lors d'une soirée à Beverly Hills en 1976, lorsque Redford s'est tenu à 3 pas de lui et a entendu Newman rire et dire à un cadre du studio « Ce type devrait être derrière la caméra en train d'essuyer la sueur de quelqu'un qui sait vraiment jouer la comédie. » Redford s'est détourné. À partir de ce moment, il sait qu'il n'est plus le garçon qui admire Paul Newman dans les coulisses. Il était un rival qui ne serait jamais reconnu. En 1980, lorsque Ordinary People, réalisé par Redford, remporte un grand succès aux Oscars et choque tout le monde, Newman est le seul à n'être venu à aucune des fêtes de célébration. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu avec un sourire sec « J'avais besoin de faire une pause dans les choses pour lesquelles je ne suis pas doué. » Redford a tout de même essayé de maintenir la relation. En 2001, il a invité Newman à jouer dans un film indépendant sur l'après-guerre, un scénario que Redford avait écrit spécialement pour eux deux, au crépuscule de leur vie. Il n'y a pas eu de réponse. Quelques mois plus tard, dans une interview accordée à Vanity Fair, Newman a donné une réponse aussi froide que la glace. Qu'y a-t-il de plus embarrassant que deux vieux hommes qui tentent de ressasser le passé? Redford n'a rien dit. Mais son assistant personnel a révélé qu'il buvait du whisky tous les soirs. Pendant 10 jours d'affilée, il n'a pas touché un seul script, mais ce n'était que le prélude au coup de poignard final. En 2008, 3 jours après le décès de Paul Newman, Redford reçoit un appel téléphonique. Il s'agissait de la secrétaire personnelle de longue date de Newman. Sa voix était étouffée au téléphone. « Il faut que vous sachiez. Paul a laissé derrière lui une liste manuscrite. Tu étais le dernier nom. Une liste écrite à l'encre rouge. 7 noms de personnes que Paul Newman détestait le plus dans sa vie. Et Redford, l'homme que tout le monde croyait être son âme sœur, a été le tout dernier. Pourquoi Newman le détestait-il à ce point? De nombreuses personnes ont avancé l'hypothèse que Newman avait toujours cru que Redford profitait de sa notoriété, alors que Redford considérait Newman comme celui qui lui volait toutes les opportunités, toutes les reconnaissances, toutes les poignées de main des plus grands réalisateurs de l'industrie. Certains ont même dit qu'il y avait un accord silencieux entre eux pour ne jamais apparaître ensemble lors de premières en solo, afin de maintenir l'image du duo parfait aux yeux du public, une stratégie de relations publiques brillante, mais creuse jusqu'à la moelle. En 2018, Redford a réécrit sa liste noire pour clore le passé. 7 noms.
7 ennemis avec lesquels il n'a jamais pu se réconcilier. Mais lorsqu'il est arrivé au nom de Paul Newman, il n'a rien écrit. Pas de ponctuation, pas de description, juste un espace vide. Parce que parfois la chose la plus douloureuse n'est pas la trahison. C'est le sentiment de n'avoir jamais été vraiment ami et de n'avoir jamais été vraiment pardonné. Redford n'a pas mis les pieds dehors pendant 3 mois entiers après avoir pris sa retraite. Il a éteint son téléphone évité. La presse n'a parlé à personne de la liste jusqu'au jour où il l'a discrètement envoyée par la poste accompagnée d'une seule ligne écrite à la main. Voici ce que je n'ai jamais eu le courage de dire. Pendant 60 ans, qui selon vous a fait le plus de mal à Redford parmi ces 7 noms? À sa place, auriez-vous le courage d'écrire une telle liste? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.